Bonjour, je suis Erwan Rumeur, masseur-kinésithérapeute. J'exerce en périnéologie depuis une quinzaine d'années et je suis heureux de vous présenter ce qu'on peut faire en kinésithérapie pré- et post-opératoire dans le cadre d'une prostatectomie radicale pour cancer de la prostate. Alors, pour commencer, quelques chiffres. Le cancer de la prostate, c'est 50 000 nouveaux cas par an en France, soit un quart des cancers masculins, ce qui place le cancer de la prostate au premier rang des cancers masculins. Et cette pathologie amène à 20 000 prostatectomies radicales par an. Donc quand je reçois un patient, que ce soit avant ou après l'intervention, je vais commencer par lui expliquer ce qui va ou ce qui lui est arrivé, pourquoi ça peut lui apporter des problèmes et quelles sont les solutions qu'on va lui apporter. Tout ça, l'objectif, c'est d'améliorer l'adhésion du patient au traitement qu'on va lui proposer. Donc, je commence par faire un petit point sur l'anatomie. Et comme à mes patients, je vais vous demander un peu d'indulgence pour mes talents de dessinateur. Et voici un bassin vu de profil avec à droite le pubis, en arrière la vessie avec l'urètre qui va aller jusqu'au canal urinaire, en mauve la prostate et une des vésicules séminales, et puis en arrière le rectum et le canal anal, et enfin le sacrum et le coccyx. Autour de l'urètre, nous trouvons un sphincter urétral. Le sphincter urétral, c'est un muscle qui enserre l'urètre comme mon poing qui écraserait un tuyau. C'est un muscle lisse, c'est-à-dire qu'on ne commande pas volontairement, qui va agir sous le fait des réflexes. Quand on va faire une action, quand on va uriner, ce muscle se relâche. Sinon, il est fermé en permanence, ce qui permet, quand vous êtes debout, vous n'y pensez pas, l'urine ne coule pas. Eh bien, avec la prostatectomie, où on coupe de part et d'autre de la prostate avant de prendre l'urètre et de le suturer à la vessie, lors de la prostatectomie, on va avoir une atteinte de ce sphincter urétral. Alors, je ne rentre pas forcément dans les détails, que ce soit mécanique ou neurologique, mais en gros, je leur explique que si avant il y avait un point qui écrasait l'urètre, maintenant il reste un doigt. Et donc, ça ferme moins fort. Et quand on va faire des mouvements, quand on va faire des efforts, on va créer une pression abdominale qui va s'exercer sur la vessie. Et si cette pression est plus forte que la pression en clôture, eh bien, ça fait de la fuite urinaire. Et donc, c'est la première des conséquences des plus redoutées par les patients, c'est l'incontinence urinaire d'effort. Alors, on a également des facteurs aggravants qui sont bien établis, comme l'obésité, par exemple, ou les problèmes neurologiques qui peuvent exister, comme une maladie de Parkinson, une hemiplégie, etc. Et puis d'autres qui sont moins bien documentés, comme le rôle de la constipation dans l'incontinence urinaire, ou la durée de présence de la sonde urinaire après ou même avant l'opération, l'ancienneté de l'hypertrophie, etc. On a également de l'hyperactivité vésicale, ça c'est quand la vessie, tout d'un coup, elle décide de se contracter de manière anarchique, et ça fait des fuites. Cette hyperactivité vésicale, on la retrouve chez à peu près un tiers des patients, et elle peut être même seule responsable de l'incontinence urinaire dans 7% des cas. Deuxième des conséquences les plus redoutées, les dysfonctions érectiles. Alors, de chaque côté de la prostate, vous avez les bandelettes érectiles. Ce sont des paquets nerveux qui sont de part et d'autre de la prostate. Et lors de la prostatectomie, les chirurgiens vont conserver, quand c'est possible, ces bandelettes érectiles, mais il va falloir, elles vont un peu souffrir. On va avoir un peu d'étirement, il peut y avoir des fibres qui sont sectionnées, il y a une inflammation qui accompagne l'opération. Tout ça fait que ça ne marche plus très bien pendant un certain temps. À cela s'ajoutent tous les troubles psychologiques qui sont liés à la pathologie, qui viennent s'ajouter, des pertes de libido qui n'arrangent pas la situation. Et donc, effectivement, on a également des troubles psychologiques qui sont présents. Le cancer, quand même, ça amène l'angoisse de mort, même si c'est un des cancers qui se soigne le mieux, qui peut être bien dépisté. Quand on a des fuites urinaires, ça peut projeter l'image du pointage, c'est un petit peu difficile à vivre.
Les patients vont avoir tendance à avoir un isolement social parce qu'ils ont des fuites, ils ne veulent plus sortir. Ils peuvent arrêter d'aller au travail, parce qu'on a souvent des patients qui sont jeunes et qui travaillent encore. On arrête l'activité sportive, on s'isole socialement, etc. Et il faut être vigilant là-dessus. Revenons à l'incontinence urinaire post-prostatectomie radicale. J'aime bien rassurer mes patients avec cette petite courbe. On a une étude sur l'évolution naturelle. L'évolution naturelle, c'est qu'on observe et on ne fait rien. On n'intervient pas sur les patients. Et on voit que dans cette étude, 2 semaines après l'opération, on retrouvait 97% des gens qui avaient des fuites. Et que cette proportion des gens ayant des fuites va diminuer avec le temps. Et on arrive à 1 an avec à peu près 9% des gens à qui il reste des fuites. En gros, on va avoir la moitié des gens qui vont récupérer en 3 à 6 mois, un quart de plus chanceux qui récupèrent avant, et un quart de moins chanceux qui récupèrent après ou ne récupèrent pas. Donc sur ces 9%, après 1 an, quand ça stagne et qu'on n'a plus trop d'évolution possible, j'informe les patients qu'il existe des chirurgies de l'incontinence qui vont régler encore 90% des cas. Donc, d'une manière ou d'une autre, in fine, l'incontinence urinaire, on ne va pas l'avoir à vie. Et puis, les patients, on ne va pas faire de l'évolution naturelle. Ils sont là pour faire des exercices, de la rééducation. Et grâce à la rééducation, eh bien, ce chiffre de 9% à 1 an, eh bien, il reste le même. Qu'on fasse de la rééducation ou qu'on n'en fasse pas, à la fin, on va retrouver le même pourcentage de gens à qui il reste des séquelles. Alors, à quoi va servir la kinésithérapie à ce moment-là? Eh bien, tout d'abord, préparer le patient à l'opération, même les simples informations, le temps qu'on a avec le patient, qui est un temps quand même facilement plus important que le temps des chirurgiens, le temps qu'on a avec ce patient est important pour eux, pour leur apporter des informations, pour les rassurer. Et puis, on a les études qui nous montrent tout de même que faire des exercices du périnée va servir à réduire le temps d'incontinence. Effectivement, on va avoir ces 9% à la fin, mais ces 9%, on les obtiendra plus tôt. Les gens qui doivent récupérer, ils vont récupérer plus vite. Et puis, en attendant de récupérer cette continence, on va apprendre à gérer l'incontinence. On peut être incontinent et ne pas avoir de fuite. Vous pouvez, si vous ne faites pas attention quand vous toussez, avoir une fuite urinaire, et si vous faites attention et que vous avez un bon fonctionnement du périnée, vous n'avez pas de fuite en toussant. Et enfin, donc, on va accompagner le patient avant et après l'opération, l'accompagner vers sa sortie du pathos. Alors, quelle technique va-t-on utiliser en rééducation? Des techniques plutôt classiques et des techniques complémentaires. Tout d'abord, un petit point sur le périnée. Donc, je vais vous parler du périnée. Le périnée, c'est un ensemble de muscles. Vous avez le bassin qui a une forme de bassine, ouverte en haut, ouverte en bas. Eh bien, le périnée, vous pouvez vous le figurer comme un bol qui serait posé dans ce bassin et qui laisse le passage chez l'homme pour l'urètre et le canal anal. Puis vous avez des muscles qui partent du pubis, l'os devant, et qui vont venir cravater l'urètre, le rectum, s'accrocher sur le coccyx. Et quand on les contracte, eh bien, ils viennent plier les tuyaux. On avait le sphincter qui écrasait le tuyau, le périnée va plier les tuyaux. Quand je plie une paille, ça ne coule pas. Ce muscle, il a des petites caractéristiques qui vont être intéressantes pour la rééducation. Il faut savoir que dans un muscle, vous avez 2 types de fibres. Les fibres du mouvement, les fibres phasiques, qui vont représenter à peu près 1/3 des fibres du périnée, et des fibres toniques, qui représentent 2/3 des fibres du périnée. Donc le périnée, en fait, c'est principalement un muscle de la posture et de l'équilibre, avant d'être un muscle qui va venir plier les tuyaux. Il fait partie, avec le transverse abdominal, le muscle qui fait souffler rentrer le ventre, et les multifides dans le dos, des stabilisateurs lombopelviens.
il stabilise la zone, il permet d'avoir une bonne base pour faire les différents mouvements et il permet de gérer les pressions. Et enfin, il a un rôle dans la respiration, il y a un mouvement qui est associé à la respiration. Alors, les techniques qu'on va utiliser en rééducation, les techniques de base, tout d'abord les exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien, les RMP. Pour cela, on peut travailler en manuel, c'est-à-dire qu'on fait un toucher rectal qui va permettre de contrôler l'activation des muscles ou de mettre une résistance, comme quand on va faire un exercice avec des poids. Et puis on peut utiliser aussi des sondes pour faire du biofeedback. Alors je vous ai mis deux exemples de sondes, vous voyez que les formes sont assez différentes. La première en haut est plus large à la base et permet de bien travailler en étant assis ou debout. La deuxième est un peu moins pratique pour cela, mais cette forme permet d'être acceptée par tout le monde. Donc ces sondes vont servir principalement à faire du biofeedback. Je vous ai mis un petit exemple d'exercice en biofeedback, c'est-à-dire en rétrocontrôle. La sonde enregistre l'activité du muscle qui est transmise à la machine et ça fait une courbe qui, quand on va serrer le périnée, la courbe monte, quand on relâche, elle redescend. Et ça permet d'avoir une boucle d'apprentissage. Le patient agit, il voit le résultat de son action et ça lui permet de se corriger. On peut également utiliser les sondes pour faire de l'électrostimulation. Alors voilà, c'est quand même assez rare. On peut les utiliser pour faire une prise de conscience pour quelqu'un qui a vraiment du mal à localiser le périnée. L'intérêt pour un renforcement musculaire par rapport à un travail actif seul est assez limité, surtout quand on compare au risque qu'on peut avoir et qui est assez inconnu sur les effets de l'électrostimulation sur une éventuelle dissémination des cellules cancéreuses. Donc, faire attention au PSA quand on se décide à aller faire de l'électrostimulation. Les exercices de renforcement ont une efficacité qui est démontrée pour réduire l'incontinence. Et alors pourquoi ça marche? On ne sait pas trop, c'est pas vraiment une question de force, parce qu'on peut avoir des périnées très forts, des fuites urinaires qui vont pas s'améliorer avec un gain de force, mais ce serait peut-être plutôt sur l'amélioration de l'intégration du muscle du périnée dans le schéma moteur. Plus on travaille un muscle de manière correcte, plus on le travaille, mieux il va être enregistré et mieux il sera utilisé par la suite. Deuxième point de base dans les rééducations qu'on va avoir, c'est la respiration. Quand on est en apnée, on fait de la pression. Ça pousse sur la vessie. Vous vous souvenez du beau schéma que je vous avais fait. Et ça amène à de l'incontinence. Donc, on va apprendre aux gens à souffler et d'associer la contraction du périnée à une expiration tout en gardant le ventre souple. Parce que on peut souffler en étant crispé, ce n'est pas très efficace. Et c'est vraiment, vraiment important de travailler la respiration parce que les hommes, quand on leur demande de serrer le périnée, très, très, très souvent, ça donne ça. Voilà. Donc les exercices en eux-mêmes ont montré une efficacité pour réduire l'incontinence. Et puis, ces exercices vont permettre d'obtenir un bon verrouillage à l'effort. En attendant que la continence revienne, on va utiliser le périnée pour ne pas avoir de fuite. Vous vous souvenez que si la pression abdominale qui écrase la vessie est plus forte que la pression de clôture, ça mène à une fuite. Eh bien, on va chercher à inverser la tendance. Quand on fait un effort, eh bien, on va chercher à obtenir une contraction du périnée suffisante qui va commencer avant l'effort, se maintenir pendant l'effort et se relâcher après. Si on contracte trop tard, ça fuit. Si on relâche trop tôt, ça fuit. Et si la pression de l'effort, souvent à cause de l'apnée, est plus importante que la force de contraction du périnée, ça fuit. Je vous ai mis ici une petite alternative aux sondes pour faire un travail par biofeedback grâce à l'échographie. Donc ça, c'est une échographie de moi-même en position debout. Vous voyez ici la forme sombre, c'est la vessie. Et quand je contracte mon périnée, vous voyez une élévation de la base de la vessie.
Donc l'image permet d'avoir un contrôle sur l'activation de la vessie sans être trop intrusif, sans avoir à faire un toucher rectal ou à faire entrer une sonde. Avec ces techniques de base, on va avoir des techniques complémentaires, notamment le travail de l'équilibre. Je vous rappelle que le périnée, c'est un muscle postural, c'est un muscle de l'équilibre principalement. Et on a des études, différentes études, qui vont montrer des choses intéressantes. Tout d'abord, on sait que les gens qui ont un moins bon équilibre ont plus souvent mal au dos et ont plus de fuite. Deuxièmement, quand on fait des exercices d'équilibre, on a une activation du périnée. Et enfin, une étude intéressante d'un collègue qui est à la journée des kinés actuellement, M. Semstrup, qui a montré dans une étude que le simple fait de faire des exercices d'équilibre sans rien demander au niveau du périnée à des patients permettait d'obtenir une diminution de l'incontinence dans son étude chez 80% des patients, ce qui est vraiment très intéressant. Deuxième petit point, c'est le renforcement musculaire et notamment des membres inférieurs. Quelqu'un qui a des cuisses un peu faibles, par exemple, qui va se relever d'un fauteuil un peu profond, un peu bas, va avoir plus tendance à devoir se pencher en avant, utiliser ses bras, se mettre en apnée pour faire son effort, et ça pousse plus. S'il a des bonnes cuisses, il se lève facilement, et ça pousse moins. On peut également avoir recours à la thérapie manuelle, donc c'est l'équivalent de l'ostéopathie. Hein. On a des techniques pour améliorer la mobilité des différents tissus, des différentes articulations, afin d'avoir le meilleur fonctionnement du système possible. Et enfin, en technique complémentaire, pour les dysfonctions érectiles, en kinésithérapie, on peut utiliser les ondes de choc qui sont une piste intéressante pour au moins l'entretien et la récupération des érections. Alors, les différents temps de la prise en charge. Tout d'abord, les séances préopératoires. Moi, j'aime bien avoir 3 séances avant une opération, le plus tôt possible, afin d'expliquer ce qui va se passer, hein, l'anatomie, etc. Les conséquences, les solutions surtout. On va apprendre au patient les exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien. On va lui donner un programme d'auto-entraînement en attendant l'opération et un programme pour après l'opération. Je n'utilise pas de sonde, que ce soit en biofeedback ou en électrostimulation, vraiment sauf exception pour les sondes. Et on va travailler encore une fois la gestion des pressions abdominales, le verrouillage à l'effort et l'expiration. Un petit point sur la RAC, les programmes de récupération améliorée après chirurgie. Donc c'est une prise en charge globale du patient, que ce soit sur l'hygiène de vie, la nutrition, la préparation physique, afin de réduire les comorbidités et de favoriser le rétablissement précoce des capacités du patient après sa chirurgie. Plus le patient arrive en forme à la chirurgie, mieux il s'en sort. Et puis, quand on pense à l'incontinence urinaire, eh bien, les jours où on est moins en forme, on est plus fatigué, on a plus de fuite. Donc, plus vous êtes en forme au début de la journée, mieux ça tient. Donc, ça, c'est des choses qui se développent beaucoup dans tout ce qui est orthopédie. On a quelques points qui sont intéressants pour aussi dans le cadre des entérocystoplasties, hein, quand on fait des vessies de substitution, qui sont des chirurgies très lourdes. Mais pourquoi pas en faire profiter les patients dans la prostatectomie radicale, quand on sait que bien souvent le parcours avant d'arriver à la prostatectomie radicale est assez long, donc on peut en profiter pour préparer nos patients. Donc après l'opération, on va recevoir les patients après leur visite post-opératoire avec le chirurgien, soit à peu près un mois après l'opération en général.
La fréquence des séances varie de 1 à 3 fois. Moi, j'aime bien voir mes patients 1 fois par semaine et qu'ils fassent leur travail à la maison. Mais en fonction des gens et des besoins, on peut les voir un peu plus souvent. Donc, encore une fois, l'importance de l'auto-entraînement. Hein. Dans les pays du Nord, on a beaucoup moins de séances et on demande plus d'auto-entraînement aux patients et on a des bons résultats. On profite de ces séances pour faire un accompagnement moral pour les patients, entretenir leur motivation dans leur récupération, les aider en cas de blues, hein, d'être là et on est vraiment un soutien pour eux. Et puis on va les accompagner pendant quelques temps jusqu'à leur récupération. Et si ça dure un peu, au bout de 6 mois, il faut commencer à faire un point avec eux sur là où ils en sont, l'évolution qui est là sur les fuites ou qui malheureusement n'est pas là, afin de les orienter vers une éventuelle chirurgie d'incontinence qui se fera à peu près 1 an après l'opération. Donc je vous ai résumé les différents temps de la rééducation sur cette ligne. Les séances préopératoires le plus tôt possible afin de leur apprendre les exercices du périnée, le travail abdominal, respiratoire, d'en profiter pour faire les programmes de RAC. De J1 à J7 la première semaine après l'opération, au moment où ils ont la sonde urinaire, je leur demande de faire des exercices de respiration, je ne leur demande pas de faire de contraction du périnée. Quand on leur a enlevé la sonde et jusqu'à ce qu'ils rencontrent le chirurgien pour la visite post-opératoire, on a un repos que je demande actif, il faut sortir marcher, il faut reprendre les exercices du périnée en doublant le temps de repos. Et enfin, à partir d'un mois après l'opération, on peut recommencer les exercices de manière un peu plus intense. Et c'est à ce moment-là qu'on commence une éventuelle rééducation. Donc si vous devez retenir quelques points de cette présentation, tout d'abord, les séances préopératoires, moi j'aime bien avoir 3 séances avant l'opération, le plus tôt possible. C'est important d'insister là-dessus. Un muscle, ça ne se prépare pas en 1 semaine, et malheureusement, parfois je vois les patients qui se font opérer 1 ou 2 semaines plus tard, soit parce qu'ils n'ont pas compris l'intérêt de commencer assez tôt, soit parce que quand ils ont voulu prendre rendez-vous, eh bien malheureusement les délais étaient longs pour trouver un créneau pour eux, parce qu'on n'est pas beaucoup de kinésithérapeutes à prendre les hommes en rééducation malheureusement. Et donc lors de ces séances préopératoires, on explique, on enseigne les exercices et surtout on rassure le patient. Ensuite, la prise en charge est vraiment globale. On s'intéresse bien sûr au périnée, mais également à la gestion des pressions, à la respiration, à l'équilibre, à la gestion du poids, etc. Et puis enfin, les objectifs sont de réduire le temps d'incontinence, d'apprendre à gérer l'incontinence en attendant le retour à la continence, et enfin d'accompagner le patient et d'améliorer sa qualité de vie. Voici enfin où trouver des kinésithérapeutes pour vos patients. Vous avez 2 annuaires qui sont accessibles. Tout d'abord celui de la FREP, donc sur le site arep.org. Cet annuaire est en accès libre, que ce soit pour les professionnels bien sûr, mais également pour les patients. On peut rechercher, sélectionner sur l'annuaire les kinésithérapeutes qui prennent en charge les hommes dans telle ou telle région, telle ou telle ville. Et puis vous avez également l'annuaire de la CIFUD-PP qui lui par contre n'est accessible qu'aux professionnels adhérents à la CIFUD. Voilà, je vous remercie de votre attention et bien sûr si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.